Dans l'histoire de l'humanité, peu d'endroits ont symbolisé autant de souffrance et de désespoir que les camps de concentration du Troisième Reich. Parmi eux, Auschwitz se distingue comme le plus connu, mais aussi le plus terrifiant. Situé à seulement 43 km de Cracovie, en Pologne, ce camp est devenu le centre névralgique de l'un des génocides les plus horribles jamais connus. De son ouverture en 1940 à sa libération en 1945 par l'armée soviétique, des millions de personnes ont été soumises à une souffrance indescriptible. Le régime nazi visait non seulement à exterminer des vies, mais mettait également en œuvre des méthodes si cruelles qu'il est encore presque impossible pour nous de saisir l'ampleur de la douleur et de la barbarie vécue sur place. Évasion d'Auschwitz. S'échapper d'Auschwitz était une mission presque suicidaire. Le camp de concentration nazi était conçu pour soumettre les prisonniers à des conditions extrêmes de contrôle, de surveillance constante et de répression. Cependant, malgré les barrières physiques et psychologiques imposantes, certains prisonniers ont défié le système de sécurité et ont réussi à s'évader, devenant ainsi des symboles de résistance. Ces évasions, bien que rares, ont marqué l'histoire, non seulement pour l'ingéniosité des fugitifs, mais aussi pour l'importance des révélations que certains d'entre eux ont apportées avec eux. En 1944, Jerzy Bielecki, un jeune prisonnier polonais, réussit à s'échapper d'Auschwitz d'une manière aussi risquée qu'ingénieuse. Arrêté pour son implication dans la résistance polonaise, Bielecki avait été envoyé au camp où il se rendit rapidement compte que sa seule chance de survie serait de saisir la moindre opportunité. À un moment donné de son séjour à Auschwitz, il fut autorisé à effectuer des tâches à l'extérieur du camp, ce qui lui donna accès à certains points de contrôle que d'autres prisonniers ne pouvaient pas voir. C'est à ce moment-là qu'il élabora son plan d'évasion. Avec l'aide de Mietek, une prisonnière juive travaillant au bureau de contrôle des SS, Bielecki acquit des vêtements d'officier des SS, lui permettant de se fondre parmi les gardes. Mietek joua un rôle crucial dans l'évasion en fournissant des informations essentielles sur les déplacements des gardes et les points vulnérables du camp. Après des semaines de préparation, Bielecki se lança dans l'évasion. Un matin froid, vêtu de l'uniforme des SS, il se dirigea vers la porte principale du camp. Le garde, sans se douter de rien, le laissa passer sans poser de questions. Il devint ainsi l'un des rares prisonniers à avoir réussi à tromper les mesures de sécurité strictes. Après son évasion, Bielecki non seulement sauva sa vie, mais aida également à alerter le monde sur les atrocités commises à Auschwitz. Son témoignage fut crucial pour les rapports ultérieurs sur le camp de concentration. En 1944, Rudolf Vrba et Alfred Wetzler, deux prisonniers juifs, réussirent l'une des évasions les plus importantes de l'histoire d'Auschwitz. Tous deux avaient été déportés au camp en 1942, où malgré les conditions brutales, ils unirent leurs forces pour planifier une évasion qui allait bouleverser le cours de l'histoire. Contrairement à d'autres tentatives, l'évasion de Vrba et Wetzler ne reposait pas seulement sur la ruse pour sortir, mais aussi sur la nécessité de faire connaître au monde le génocide en cours. Durant leur séjour à Auschwitz, les deux hommes observèrent de près les opérations du camp, en particulier les chambres à gaz et les crématoires. En avril 1944, après une longue période de préparation, Vrba et Wetzler s'échappèrent par un tunnel improvisé. Pour réaliser leur évasion, ils utilisèrent un passage souterrain qu'ils avaient construit pendant plusieurs mois sans être détectés par les gardes. Une fois dehors, ils se dirigèrent vers la Slovaquie où ils réussirent à livrer un rapport détaillé sur les opérations d'extermination à Auschwitz. Ce rapport, connu sous le nom de « rapport Vrba-Wetzler », fut l'un des premiers témoignages fiables des atrocités commises au camp et contribua à alerter la communauté internationale. Leur rapport fut crucial pour empêcher d'autres déportations, car les informations qu'il contenait permirent à de nombreuses communautés juives en Europe d'éviter d'être envoyées à Auschwitz. L'une des évasions les plus connues d'Auschwitz eut lieu en 1942, lorsque Kazimierz Pieczowski, un jeune prisonnier polonais, réussit à s'enfuir du camp avec 3 compagnons. Cette évasion se distingue non seulement par l'audace des prisonniers, mais aussi par la manière dont ils réussirent à tromper les gardes en utilisant le système nazi contre lui-même. Pieczowski et son groupe volèrent une voiture d'officiers des SS qui avait été garée dans une zone interdite à l'intérieur du camp. Déguisés en officiers des SS, les prisonniers feignirent d'être de nouveaux officiers envoyés en mission spéciale.
Ils s'approchèrent de la porte principale et les gardes, voyant les officiers, ouvrirent la porte sans hésitation. Pieczowski, un homme au caractère fort et à grande présence, utilisa sa ruse pour diriger l'opération avec confiance, donnant des ordres en allemand aux gardes sans éveiller de soupçons. Le groupe s'échappa du camp sans être vu et se dirigea à travers la Pologne occupée par les nazis. L'évasion de Pieczowski resta secrète pendant des années. Après la guerre, il devint un symbole de la résistance au sein d'Auschwitz et son témoignage fut l'un des plus importants dans les années qui suivirent la libération du camp. Un champion à l'ombre d'Auschwitz. Dans les jours sombres et dévastateurs d'Auschwitz, où la souffrance humaine atteignait des niveaux inimaginables, certains prisonniers ont trouvé des moyens extraordinaires de survivre. Pour Salamo Harouch, un boxeur professionnel juif grec, le ring de boxe est devenu son seul moyen de salut. Harouch, qui a été déporté à Auschwitz avec sa famille en 1943, est devenu l'un des rares à avoir échappé à la mort grâce à ses compétences en boxe. Cependant, son histoire est aussi l'une des tragédies les plus déchirantes, car, malgré sa survie, la plupart de ses proches n'ont pas partagé son sort. Lorsqu'Harouch arrive à Auschwitz, les officiers SS, toujours en quête de divertissement et de moyens de contrôler les prisonniers, mettent en place une méthode cruelle pour déshumaniser davantage les détenus, organiser des championnats de boxe entre eux. L'idée était simple, mais macabre. Sélectionner des prisonniers capables de se battre et les forcer à s'affronter dans des combats brutaux, où la violence n'était pas seulement un spectacle, mais une question de vie ou de mort. Les perdants de ces combats étaient immédiatement exécutés ou envoyés dans les chambres à gaz, tandis que les vainqueurs recevaient des rations alimentaires supplémentaires comme prix. La sélection des prisonniers se faisait uniquement en fonction de leur capacité à se battre, et non selon des critères moraux. Salamo Harouch, qui avait été un boxeur professionnel en Grèce avant son arrestation, fut l'un des hommes sélectionnés pour participer à ces combats. Malgré les conditions extrêmes du camp où la malnutrition, les maladies et les abus physiques étaient constants, Harouch maintint une condition physique qui lui permit d'exceller dans chaque combat. Selon ses récits, il se battit dans plus de 200 matchs pendant son séjour à Auschwitz, en remportant tous sauf 2, qui se terminèrent par un match nul. Bien qu'il fût partie prenante d'un système brutal et déshumanisant, ces combats lui donnèrent une occasion unique de rester en vie. L'histoire d'Harouch est particulièrement remarquable car elle met en lumière la manière dont ses compétences en boxe sont devenues un outil de survie, bien qu'à un coût psychologique et moral énorme. Pour Harouch, se battre n'était pas seulement un moyen de sauver sa vie, mais aussi un moyen de préserver son humanité dans un environnement où la mort était la seule certitude. Ces victoires lui accordaient un privilège que les autres prisonniers n'avaient pas, plus de nourriture, ce qui lui permettait de survivre un jour de plus. Cependant, la violence constante et la brutalité des combats l'ont profondément marqué, tout comme de nombreux autres survivants du camp. Lorsque les forces alliées libérèrent Auschwitz en 1945, Harouch avait survécu à l'enfer du camp de concentration, mais à un coût incalculable. Sa famille avait péri là-bas. Pendant son séjour dans le camp, il n'a jamais cessé de penser à ses proches, qui étaient victimes de la même machine d'extermination qui avait tenté de lui prendre la vie. Malgré tout, Harouch survécut, et son histoire devint un témoignage de résistance et de sacrifice. Un rappel que la survie à Auschwitz dépendait non seulement de la force physique, mais aussi de la capacité à s'adapter aux circonstances les plus extrêmes. Évasion ratée, la rétribution à Auschwitz. S'échapper d'Auschwitz était un défi énorme, non seulement en raison des mesures de sécurité strictes du camp, mais aussi à cause des conséquences sévères auxquelles étaient confrontés les prisonniers lorsqu'une évasion se produisait. La politique nazie de représailles, qui imposait l'exécution de 10 prisonniers pour chaque évasion réussie, rendait toute tentative de fuite un acte désespéré, avec un coût humain destiné à dissuader les autres de suivre le même chemin. Auschwitz, l'un des plus grands et des plus notoires camps de concentration sous le régime nazi, était lourdement gardé. Les clôtures de fils de fer barbelés, les tours de garde et les patrouilles constantes étaient quelques-uns des obstacles que les prisonniers devaient affronter. Cependant, les conditions extrêmes de faim, de violence et de travail forcé poussaient certains à tenter l'impossible, s'échapper. À chaque tentative, les nazis imposaient une punition exemplaire, cherchant à envoyer un message clair aux prisonniers.
Toute tentative d'évasion entraînerait la mort non seulement du fugitif, mais de nombreux autres. Un survivant qui fut témoin de ces représailles était Francis Gajonik-Sek, qui vécut à Auschwitz entre 1943 et 1945. Selon son récit, l'une des nuits les plus sombres de son séjour dans le camp révéla l'absence d'un prisonnier lors de l'appel. Les alarmes se déclenchèrent immédiatement et les SS mobilisèrent toutes les patrouilles pour fouiller le camp et ses environs à la recherche du fugitif. Après plusieurs heures, les officiers échouèrent à le trouver, mais la rétribution était imminente. Cette même nuit, le colonel SS annonça devant les prisonniers que 10 personnes seraient exécutées en punition pour l'évasion. Francis Gajonik-Sek, comme beaucoup d'autres, savait ce que cela signifiait, l'une des punitions les plus terribles du camp. Cependant, ce qui suivit fut encore plus terrible. Le lendemain matin, Francis fut l'un des 10 choisis pour être exécuté. Au lieu d'être fusillé, il fut envoyé dans une cellule d'isolement où il fut condamné à mourir de faim et de soif. Ce traitement cruel était fréquemment utilisé, car la mort par starvation était considérée comme une méthode plus lente et, d'une manière tordue, plus humaine pour les nazis, comparée à l'exécution immédiate. Malgré les conditions extrêmes de la cellule, Francis survécut, ce qui lui permit d'être libéré lorsque les forces alliées pénétrèrent dans le camp de concentration en 1945. Cependant, la tragédie personnelle de Francis se compléta par la mort de sa famille, qui n'avait pas survécu à la brutalité du régime nazi. Dans son témoignage, il raconta comment il se sentait piégé dans un cercle vicieux de violence, sachant que toute tentative d'évasion pourrait entraîner la mort de prisonniers innocents, mais sans autre option pour lutter pour sa survie. La politique de représailles collectives des nazis était un outil systématique utilisé non seulement pour punir ceux qui tentèrent de fuir, mais aussi pour maintenir un contrôle absolu sur les prisonniers. Selon des études d'historiens comme Gerald Reitlinger dans The Final Solution, la règle d'exécuter 10 prisonniers pour chaque évasion réussie a été mise en œuvre pour semer la terreur parmi les internés, s'assurant qu'ils restent soumis et décourageant toute forme de résistance. Tout au long de l'histoire d'Auschwitz, de nombreuses tentatives d'évasion ont été faites, mais peu ont réussi. Ceux qui réussirent à s'échapper, comme Viktor Frankl, un survivant et auteur de Man's Search for Meaning, ont laissé des témoignages sur les tactiques utilisées pour tromper les gardes et franchir les barbelés. Cependant, les évasions étaient rares, et lorsqu'elles se produisaient, elles étaient considérées comme un défi direct au pouvoir absolu des nazis qui répondait avec une brutalité extrême. Pendant toute la Seconde Guerre mondiale, plus de 1000 personnes ont tenté de s'évader d'Auschwitz, mais beaucoup de ces tentatives ont été rapidement déjouées et ceux qui ont essayé ont payé un prix très élevé. L'homme bon, la compassion à Auschwitz. Lors du procès de 1947, suite à la libération d'Auschwitz, de nombreux témoignages et accusations concernant les atrocités commises par les officiers SS ont été présentés. Cependant, parmi les accusés, il y eut un cas qui attira l'attention de beaucoup en raison de son apparente contradiction avec la nature du régime nazi. Hans Munch, un membre de la SS qui travailla à Auschwitz de 1943 à 1945, fut le seul à être déclaré innocent lors du procès et reçut le surnom de « l'homme bon » de la part des prisonniers. Hans Munch faisait partie de l'équipe médicale du camp, travaillant aux côtés du tristement célèbre docteur Joseph Mengele, connu pour ses expériences cruelles et létales. Malgré son contact direct avec Mengele et d'autres officiers SS, Munch se distingua par son refus de participer aux sélections horribles qui déterminaient qui serait envoyé dans les chambres à gaz. Pendant son temps à Auschwitz, il refusa systématiquement de contribuer au meurtre systématique des prisonniers et chaque fois que cela était possible, il tenta de retarder la mort des prisonniers en utilisant sa position pour ralentir les sélections et empêcher les plus faibles d'être envoyés à la mort immédiate. Bien que Munch n'ait pas pu stopper les sélections complètement, il fit des efforts pour améliorer les conditions de vie au sein du camp. Les témoignages des survivants indiquent que Munch tenta d'améliorer la qualité des rations alimentaires, l'une des principales sources de souffrance pour les prisonniers. Bien que son influence dans ce domaine fût limitée par les politiques strictes des nazis, ses interventions furent appréciées par ceux qu'il supervisait. Les témoignages des survivants, en particulier ceux qui travaillaient avec lui ou qui furent soignés par lui, jouèrent un rôle crucial dans sa défense lors du procès de Nuremberg.
Malgré son appartenance au système qui faisait fonctionner Auschwitz, les prisonniers le reconnaissaient comme une figure qui, au milieu de l'horreur et de la brutalité, tentait de maintenir un minimum d'humanité. Ce contraste avec les autres membres de la SS, connus pour leur cruauté, fut au cœur de la décision de considérer Munch comme innocent des crimes de guerre commis dans le camp. Munch fut jugé au tribunal des crimes de guerre de Dachau et, étonnamment, son attitude envers les prisonniers et ses efforts pour améliorer leurs conditions conduisirent le tribunal à le libérer de toute responsabilité. Il fut le seul membre de la SS à recevoir cette exonération, ce qui provoqua la controverse et la confusion parmi ceux qui comprenaient l'ampleur des atrocités commises par le régime nazi. Il est important de noter que Munch n'a jamais été complètement exonéré de ses liens avec le régime nazi, mais on considéra que son comportement dans le camp n'était pas suffisant pour justifier sa condamnation. Après sa libération, il vécut le reste de sa vie dans une relative obscurité, loin des projecteurs, malgré le fait que son histoire fut mentionnée dans diverses enquêtes sur Auschwitz et le rôle des médecins et autres professionnels dans les crimes commis dans le camp. Hans Munk mourut en 1998 sans avoir jamais été pleinement reconnu pour ses efforts dans le camp. Son histoire demeure un sujet de débat, soulevant des questions sur la nature de la désobéissance dans un système totalitaire et sur le degré auquel l'empathie humaine peut survivre au milieu de la barbarie. Expérience scientifique à Auschwitz. Les prisonniers d'Auschwitz n'étaient pas seulement victimes de meurtres systématiques et de conditions inhumaines, mais ils étaient également soumis à une série d'expériences scientifiques cruelles et grotesques. Dans un camp où la vie humaine n'avait aucune valeur, les nazis utilisaient les prisonniers comme cobayes pour des tests médicaux et scientifiques, visant à développer de nouvelles armes, des médicaments et des théories pseudo-scientifiques. Nombre de ces expériences eurent des conséquences létales, tandis que d'autres laissèrent des cicatrices permanentes chez les survivants. L'un des aspects les plus sombres de ces expériences fut l'implication active de sociétés allemandes, en particulier Bayer, l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde. Bien que de nombreux détails concernant la collaboration entre Bayer et les nazis restent flous, il existe des preuves documentaires montrant que la société non seulement avait accès aux prisonniers d'Auschwitz, mais qu'elle bénéficiait également directement de l'utilisation des prisonniers pour des tests chimiques et pharmaceutiques. La relation de Bayer avec le régime nazi débuta avant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la société s'allia au parti nazi, contribuant financièrement à son ascension au pouvoir. Cette collaboration se poursuivit sous le règne d'Adolf Hitler, lorsque Bayer et d'autres entreprises du conglomérat IG Farben, qui comprenaient BASF et Hoechst, profitèrent énormément de l'utilisation du travail forcé dans les camps de concentration et les camps de travail. Les usines d'IG Farben à Auschwitz, connues sous le nom d'Auschwitz III Monowitz, étaient utilisées pour la production de caoutchouc synthétique et de produits chimiques, mais aussi pour des expériences médicales sur les prisonniers. Les prisonniers étaient emmenés dans les installations de Bayer et d'autres usines d'IG Farben, où ils étaient utilisés pour tester divers produits chimiques, médicaments expérimentaux et autres substances sans tenir compte de leur bien-être. Parmi les substances testées sur les prisonniers figuraient des antibiotiques expérimentaux, des vaccins, des produits chimiques pour traiter les maladies de la peau, ainsi que d'autres composés pharmaceutiques encore en développement. Les expériences comprenaient des tests de substances comme le phosgène, un gaz toxique utilisé pendant la Première Guerre mondiale, et le bromure d'éthylène, une substance hautement toxique. Ils testaient des médicaments contre le paludisme, ainsi que des vaccins et des traitements contre la fièvre typhoïde et d'autres maladies infectieuses. Cependant, la plupart de ces expériences n'étaient pas seulement inefficaces, mais entraînaient également des morts inutiles ou des souffrances horribles pour les prisonniers qui survivaient. Un cas particulièrement connu impliqua des expériences sur des prisonnières à Auschwitz qui furent soumises à des tests pour des produits contraceptifs et d'autres médicaments de fertilité. Ces femmes, sélectionnées parmi la population des prisonniers, furent contraintes de participer aux expériences sous la menace de mort et beaucoup souffrirent de conséquences physiques dévastatrices. Certaines furent rendues stériles de façon permanente, tandis que d'autres moururent d'infections causées par des procédures médicales non stérilisées. L'implication de Bayer dans les crimes de guerre ne fut pleinement reconnue qu'après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les informations apparurent lors des enquêtes et des procès comme celui de Nuremberg.
Lors du procès, il fut révélé que IG Farben, sous laquelle Bayer opérait, était non seulement responsable de l'exploitation des prisonniers comme main-d'œuvre, mais qu'elle collaborait également directement avec le régime nazi, fournissant des ressources pour ses expériences scientifiques, parmi d'autres activités. Bayer et d'autres entreprises d'IG Farben furent liées à des crimes de guerre en raison de leur contribution à l'effort de guerre nazi et de leur participation à l'exploitation et à l'expérimentation sur les prisonniers. Bien que Bayer, en tant qu'entreprise, ait tenté de se distancer de ces événements après la guerre, l'héritage de son implication dans les crimes d'Auschwitz demeure un sujet de débat. L'entreprise fut confrontée à de nombreux procès et enquêtes liés à ses actions pendant la guerre, mais, en général, elle ne reçut pas le même niveau de culpabilité que les principales figures du régime nazi. Les expériences scientifiques menées à Auschwitz servent de rappel glaçant des extrêmes auxquels les nazis sont allés pour poursuivre leurs idéologies tordues, en utilisant des êtres humains comme des outils jetables dans leur quête de progrès pseudo-scientifiques. Tandis que le monde a condamné les atrocités de l'Holocauste, les efforts continus pour tenir responsables les entreprises impliquées dans ces expériences restent un chapitre important dans la quête de justice. L'amour interdit à Auschwitz, l'histoire de Helena et Franz. Dans la période la plus sombre de l'histoire humaine, où la brutalité des nazis semblait sans limite, une histoire est née qui, malgré sa rareté, défiait la logique des lois et des normes sociales imposées à Auschwitz. C'est l'histoire d'un amour interdit entre un membre de la SS et une prisonnière juive, un amour qui transcenda les barrières établies par le régime nazi. L'histoire de Helena Citronova et Franz Wack commença dans une circonstance inhabituelle, la célébration de l'anniversaire de Franz Wack, un garde SS. Dans l'atmosphère oppressive d'Auschwitz, où les prisonniers vivaient sous un régime de violence et de déshumanisation, Helena Citronova faisait partie des nombreux prisonniers qui survivaient, jour après jour, à la cruelle réalité du camp de concentration. Dans le cadre de ses fonctions, Helena, une chanteuse au talent exceptionnel, était forcée de chanter pour les officiers du camp. Le jour de l'anniversaire de Franz, sa voix résonnait à travers les baraquements, et selon les rapports, c'est à ce moment-là qu'il fut totalement captivé par elle. Franz Wack, un homme imposant craint des prisonniers, fut séduit par la beauté et la mélodie de sa voix, et à partir de ce moment, il commença à lui accorder un niveau de protection exceptionnel. Dans un camp où la survie dépendait de la cruauté des gardes, Franz était une exception. Il commença à lui envoyer des rations de nourriture supplémentaires, un petit geste qui, bien que paraissant insignifiant, était un luxe à Auschwitz, où la faim faisait partie des principaux moyens de contrôle. Il lui envoya également plusieurs lettres secrètes exprimant son amour pour elle, un amour totalement interdit par les lois nazies strictes interdisant toute relation entre Aryens et Juifs. Au début, Helena ne répondit pas à ses avances. Dans sa situation, sa vie tenait à un fil, et les règles de survie à Auschwitz étaient claires. Il n'y avait pas de place pour les émotions, seulement pour la lutte pour survivre. Malgré cela, Franz persista dans sa cour, essayant de gagner son affection. Il la protégea de la violence des autres officiers et des conditions brutales du camp, ce qui, bien que difficile à comprendre pour la plupart, fut un geste qui fit à Helena commencer à le voir sous un autre jour. Cependant, ce qui changea réellement sa perception de lui, ce fut lorsque Franz, dans un acte qui contredisait les ordres du camp, sauva sa sœur d'une déportation vers les chambres à gaz. À ce moment-là, Helena vit Franz sous un jour nouveau, et bien qu'elle restât prudente, elle ressentit une profonde reconnaissance. À l'approche des Alliés vers Auschwitz, à la fin de la guerre, les autorités nazies décidèrent d'évacuer les prisonniers par les célèbres « marches de la mort ». Ces transferts forcés signifiaient que de nombreuses personnes mouraient en cours de route en raison des conditions extrêmes et des mauvais traitements infligés par les soldats. Helena fut transférée dans un autre camp, et Franz, malgré sa position apparente de pouvoir, ne put empêcher cette marche, ce qui les sépara pendant des années de souffrance. Pendant 25 ans, Helena et Franz n'eurent aucun contact l'un avec l'autre. Cependant, l'histoire ne s'arrêta pas là. En 1972, Franz Wack fut arrêté et jugé pour son implication dans les crimes de guerre commis à Auschwitz. Dans ce contexte, Helena témoigna en sa faveur lors du procès, un témoignage qui surprit beaucoup en raison de la nature de leur relation.
Bien que leur relation ait été marquée par des contrastes saisissants, elle, une prisonnière et victime, et lui, un garde nazi, Helena, au fil des années, en était venue à pardonner Franz. Son témoignage l'aida à éviter une sentence sévère, et au final, Franz fut condamné à une peine légère comparée à celle des autres officiers SS. Le Sonderkommando, la révolte à Auschwitz. L'une des tâches les plus déshumanisantes et terrifiantes à Auschwitz était celle du Sonderkommando, un groupe de prisonniers forcés d'accomplir les fonctions les plus macabres du camp, l'incinération des corps des victimes tuées dans les chambres à gaz. Ces prisonniers, souvent des juifs, étaient non seulement contraints de participer au meurtre systématique de leurs compatriotes, mais ils vivaient également avec le poids insupportable de la culpabilité et de l'angoisse. Pour beaucoup, faire partie du Sonderkommando représentait un destin fatal, car ils étaient considérés comme des témoins indésirables des crimes du régime, et il était bien connu qu'à un moment donné, ils seraient exécutés pour empêcher la vérité d'éclater. À mesure que la guerre avançait et que la défaite de l'Allemagne nazie devenait imminente, les membres du Sonderkommando commencèrent à entendre des rumeurs selon lesquelles les plans d'extermination les concernaient également. Ils savaient que leur temps était compté. À la fin de 1944, lorsque les Alliés approchaient, un petit groupe de prisonniers du Sonderkommando décida de prendre la seule action possible, se révolter contre leurs oppresseurs. Le 7 octobre 1944, dans l'une des révoltes les plus significatives au sein du camp, les membres du Sonderkommando organisèrent une insurrection. Profitant des outils volés dans les cuisines, ils fabriquèrent des couteaux et des haches pour attaquer les gardes. Ils tuèrent 3 officiers SS et, dans le cadre de la rébellion, détruisirent le crématorium avec de la dynamite qu'ils avaient volée aux soldats. Malgré le courage et la détermination des prisonniers, la résistance fut rapidement écrasée. Plusieurs centaines de prisonniers réussirent à s'échapper, mais la plupart furent rattrapés et exécutés publiquement devant les autres prisonniers pour semer la terreur et prévenir d'autres tentatives d'évasion. La réponse des SS fut cruelle et impitoyable, démontrant une fois de plus la brutalité avec laquelle les nazis opéraient. Bien que la révolte du Sonderkommando ait échoué dans son objectif de mettre fin à la barbarie à Auschwitz, elle devint un symbole de résistance. Dans l'histoire des camps de concentration, peu d'actes de bravoure pouvaient égaler l'ampleur de cette révolte. Les prisonniers qui participèrent à cette insurrection savaient qu'ils faisaient face à une mort certaine, mais leur courage et leur sacrifice laissèrent une marque indélébile dans la mémoire collective de l'humanité. Rudolf Haas, le commandant d'Auschwitz. Rudolf Hess fut l'une des figures les plus redoutées et détestées d'Auschwitz. Né en 1901, il rejoignit la SS dès son jeune âge et gravit rapidement les échelons de la hiérarchie nazie, gagnant la confiance de ses supérieurs grâce à son dévouement total aux idéaux du régime. En 1940, Haas fut nommé commandant d'Auschwitz, où il se consacra à mettre en œuvre les politiques d'extermination les plus brutales des nazis. Pendant son temps à la tête du camp, Haas supervisa l'exécution quotidienne de milliers de personnes. Sous sa direction, les chambres à gaz d'Auschwitz devinrent des outils de mort systématiques, et des meurtres de masse de juifs, polonais, roms et prisonniers de guerre soviétiques eurent lieu. De plus, il fut responsable de la construction des installations d'extermination à Birkenau, un processus qui comprenait l'installation de crématoires et de chambres à gaz supplémentaires pour mener à bien les meurtres de masse de manière plus efficace. Selon les enquêtes menées après la guerre, Haas fut directement responsable de la mort de 2 à 3 millions de personnes. Dans ses rapports, il décrivait le processus d'extermination comme une tâche nécessaire pour atteindre les objectifs du régime, et à un moment donné, il affirma infameusement que les ennemis du Reich devaient être éliminés sans pitié. Cependant, après avoir été arrêté à la chute du Troisième Reich, Haas tenta de minimiser son implication dans les crimes qu'il avait facilités. Lors de son procès à Nuremberg, il argumenta que les accusations d'extermination de masse étaient exagérées et qu'environ 2,5 millions de personnes avaient été tuées, affirmant que le reste était mort de faim et de froid en raison des conditions du camp. Malgré ses tentatives d'évasion de responsabilité, les preuves contre lui étaient accablantes. Le 16 avril 1947, Rudolf Haas fut exécuté par pendaison dans le camp même qu'il avait commandé, à Auschwitz, dans le cadre de la justice rendue aux responsables de l'Holocauste.
Son exécution marqua la fin de la carrière de l'un des commandants les plus impitoyables de l'histoire nazie. Le camp de concentration d'Auschwitz reste un symbole indélébile de la cruauté extrême dont les êtres humains sont capables. À travers les histoires de résistance, de souffrance et de survie que nous avons explorées, nous pouvons comprendre l'ampleur de l'horreur qui s'est déroulée derrière ces murs, les évasions, les révoltes du Sonderkommando, les vies brisées par la violence et le sacrifice, et l'implication de figures comme Rudolf Haas, nous permettent de voir comment la barbarie se fusionnait avec la machine de mort nazie. Malgré l'énormité de ces crimes, les histoires de ceux qui ont survécu et se sont rebellés nous rappellent la résilience de l'esprit humain face à l'oppression la plus brutale.